Imaginez une histoire où l'amour d'une mère pour son enfant se mêle à l'horreur, à la manipulation et au mensonge, où la vérité est cachée derrière des maladies inventées et où la victime devient complice. C'est l'histoire de Gypsy Blanchard et de sa mère Claudine, une histoire qui a bouleversé toute l'Amérique et qui nous amène à nous demander jusqu'où peut aller l'amour maternel avant de se transformer en quelque chose de complètement différent. Ces scènes se déroulent au moment où Gypsy Blanchard apprend le décès de sa mère, Claudine Blanchard, en juin 2015. Malgré le choc initial de la jeune fille, le détective Stan Hancock comprend rapidement que tout est beaucoup plus compliqué. C'est une histoire dans laquelle l'amour maternel et l'amour filial empruntent les chemins les plus sinueux jusqu'à ce que les rôles de victime et d'agresseur s'inversent. Restez avec nous jusqu'à la fin, c'est l'une des affaires les plus controversées de l'histoire des États-Unis. Claudine Peter est née le 3 mai 1967, en Louisiane. Elle était l'une des 5 enfants de Claude Anthony Peter et Emma Louise Ziegler. Peu de détails ont été conservés sur son enfance, mais ses proches se souviennent que Claudine avait un comportement inhabituel. Elle avait pris l'habitude de voler ses proches, surtout lorsque les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Vers l'âge de 20 ans, Claudine a commencé une relation avec Rod Blanchard, qui avait 7 ans de moins qu'elle. Elle est très vite tombée enceinte et, comme c'était la coutume à l'époque, ils se sont mariés. Claudine avait alors 24 ans et Rod seulement 17. Elle a pris son nom de famille et l'a porté jusqu'à la fin de sa vie. Mais le mariage fut de courte durée. Rod comprit rapidement qu'il ne s'était pas marié par amour, et peu avant la naissance de l'enfant, le couple se sépara. En juillet 1991, Claudine donna naissance à une fille, qu'ils prénommèrent Gypsy Rose. Elle tenta ensuite de convaincre son mari de ne pas divorcer, mais celui-ci resta ferme dans sa décision. Finalement, Claudine a pris sa fille et s'est installée chez ses parents. Malgré le divorce, Rod n'avait pas l'intention d'abandonner sa fille et a continué à jouer un rôle actif dans sa vie. Lorsque Gypsy n'avait que 3 mois, Claudine a soudainement déclaré que la petite souffrait d'apnée du sommeil. Elle a fait passer plusieurs tests à l'hôpital, mais ceux-ci n'ont révélé aucun signe de maladie. Pour une mère normale, cela aurait été une source de joie et de soulagement. Mais Claudine, au contraire, semblait déçue. C'est ainsi qu'ont commencé ces nombreuses années de visite à l'hôpital. Selon elle, la santé de Gypsy était très fragile. Elle a d'abord parlé d'une anomalie chromosomique, puis d'une dystrophie musculaire, ce qui l'a amenée à obliger la petite fille à utiliser un déambulateur. En réalité, Claudine souffrait du syndrome de Munchausen par procuration, un trouble mental dans lequel un parent ou un tuteur provoque ou invente des maladies chez un enfant afin qu'il ait l'air malade. Finalement, Gypsy a dû utiliser un fauteuil roulant. Sa mère l'a forcée à abandonner l'école, et la petite fille a appris à lire toute seule, grâce au livre Harry Potter. Bien que Claudine ait autrefois travaillé comme infirmière, elle ne cherchait pas à trouver un emploi dans son domaine. Elle savait très bien qu'elle pourrait obtenir une pension alimentaire de Rod, soit 1 200 $ par mois. Rod était un père attentionné et ne pouvait imaginer que sa fille n'était en réalité pas malade. Lui et sa nouvelle épouse, Christy, rendaient souvent visite à Gypsy, mais Claudine a progressivement commencé à limiter leurs visites. De plus, Claudine devait s'occuper de sa mère, Emma. Selon certaines sources, elle s'est occupée d'elle, mais ses proches l'ont accusée de négligence, affirmant qu'Emma était sous-alimentée et souffrait d'un manque d'hygiène. La femme est décédée en 1997 et sa famille estimait que Claudine ne lui avait pas fourni les soins appropriés. Quelque temps plus tard, Claude, le père de Claudine, a commencé une nouvelle vie avec une autre femme. Claudine et Gypsy ont emménagé chez eux et à première vue, tout semblait calme. Mais peu après, Claudine a été arrêtée pour plusieurs délits, dont la falsification de chèques. C'est alors que son père commença à remarquer des comportements étranges chez sa fille.
Il eut l'impression que quelque chose n'allait pas non plus avec sa nouvelle épouse, qui tomba malade. L'homme a commencé à soupçonner Claudine. Son comportement lui semblait de plus en plus inquiétant et la maladie de sa femme a disparu dès que Claudine et Gypsy sont partis pour la Nouvelle-Orléans. Après leur déménagement, elles se sont installées dans un logement social et vivaient des pensions alimentaires et des allocations publiques que Claudine recevait en raison des maladies imaginaires de sa fille. À ce moment-là, la longue liste des diagnostics comprenait déjà l'asthme, l'épilepsie, des problèmes d'audition et de vision, une paralysie du bas du corps et des problèmes digestifs. Claudine falsifiait les documents médicaux et parlait de manière si convaincante au médecin des maladies de Gypsy qu'il lui prescrivait les médicaments et les ordonnances nécessaires. Elle était convaincue de contrôler totalement sa fille. Elle l'a forcée à prendre des médicaments puissants qui provoquaient faiblesse, vertige et nausées. Elle nourrissait Gypsy à l'aide d'un tube inséré dans son nez et menant directement à son estomac. Les maladies étaient fictives, mais la faiblesse était réelle, car c'était la mère elle-même qui la provoquait. Elle a inculqué à sa fille l'habitude de mentir, et lorsque la biopsie musculaire n'a pas confirmé la dystrophie, Claudine a quand même insisté et obtenu un traitement. Gypsy a subi de nombreuses opérations et sa mère l'emmenait à l'hôpital, même pour des raisons insignifiantes. Après l'ouragan Katrina en août 2005, leur appartement a été détruit et elles se sont rendues dans un refuge pour personnes ayant des besoins particuliers à Covington. Selon Claudine, tous les documents médicaux de Gypsy, y compris son certificat de naissance, auraient été détruits par les inondations. Un mois plus tard, ils ont été transférés dans le Missouri, où ils ont d'abord vécu dans une maison louée. En 2008, une organisation caritative leur a construit une petite maison avec une rampe d'accès pour fauteuils roulants et une baignoire à remous à Springfield. Gypsy semblait heureuse, et sa joie semblait sincère sur la vidéo. Mais en réalité, cette fin heureuse n'était qu'une illusion. Entre-temps, Rod et sa femme Christy ont tenté à plusieurs reprises de leur rendre visite, mais à chaque fois, Claudine cessait de répondre à leurs appels et à leurs messages la veille du voyage. Quelques semaines plus tard, elle expliquait cela par l'hospitalisation urgente de sa fille. Ces étranges coïncidences et ces hospitalisations incessantes inquiétaient beaucoup le père de Gypsy. Pour justifier l'absence de Rod dans la vie de sa fille, Claudine avait inventé qu'il était un toxicomane, qui les avait abandonnés. À cette époque, elle avait ajouté la leucémie à la liste interminable de maladies. Gypsy ne va toujours pas à l'école. Son éducation repose sur les dessins animés Disney, les livres et les films qui créent l'illusion d'une vie normale. Ce monde imaginaire est devenu pour Gypsy le seul refuge contre l'enfermement dans lequel elle vit avec sa mère, qui l'exploite depuis sa naissance. L'un des exemples les plus frappants de maltraitance était ses dents. À cause des médicaments que sa mère lui donnait sans raison, elle tombait, et à l'adolescence, la jeune fille n'avait presque plus de dents. Pour Claudine, cela ne faisait que renforcer l'apparence des maladies dont elle parlait aux médecins. La femme lui rasait également régulièrement la tête pour donner l'impression qu'elle suivait une chimiothérapie. Gênée par la nouvelle décision de sa mère concernant son apparence, Gypsy cachait souvent sa calvitie en portant des perruques ou des chapeaux lorsqu'elle sortait. Claudine, quant à elle, emportait constamment avec elle une bouteille d'oxygène et une sonde d'alimentation, continuant à nourrir sa fille avec des préparations liquides pour bébé, alors que Gypsy était depuis longtemps adolescente. De plus, la femme recourait à des punitions physiques pour garder un contrôle total sur sa fille. Dans les lieux publics, elle tenait invariablement Gypsy par la main, et si la jeune fille disait soudain quelque chose qui pouvait remettre en question sa maladie imaginaire ou ses capacités mentales, sa mère serrait la main de sa fille avec une force particulière. À la maison, elle la frappait souvent avec ses mains ou même avec un cintre. Le père de Gypsy, Rod,
était extrêmement inquiet pour l'état de sa fille. Mais Claudine lui avait fait croire que si Gypsy contractait un virus, cela lui serait fatal. De plus, elle disait ouvertement qu'elle devait rester avec sa fille 24 heures sur 24. Rod n'avait donc aucune chance de construire une relation normale avec elle. Tout cela avait été soigneusement planifié par Claudine. De plus, Gypsy ne connaissait pas son âge. Claudine ne permettait à personne, y compris à son père, d'organiser une fête pour ses 18 ans, de sorte que la jeune fille ne se doutait pas qu'elle avait depuis longtemps atteint l'âge adulte. Mais malgré cela, son âge se faisait sentir. Gypsy, malgré le contrôle de sa mère, se connectait secrètement à Internet le soir. C'est là, sur un site de rencontres chrétien, qu'elle a rencontré Nicolas Godek-John, originaire du Wisconsin. Nicolas avait 6 ans de plus que Gypsy, travaillait dans une pizzeria et vivait avec sa mère et son beau-père. Il lui semblait gentil, même s'il cachait quelques secrets. On lui avait diagnostiqué non seulement de l'autisme et une faible intelligence, mais aussi un trouble dissociatif de la personnalité. Quelques mois avant de rencontrer Gypsy, Nicolas avait été arrêté pour comportement indécent en public. Sa vie quotidienne se résumait principalement à communiquer sur Internet. Il était maladroit sur le plan social, mais cherchait désespérément l'amour. Avec l'arrivée de Gypsy, son rêve s'est enfin réalisé. Leur relation s'est rapidement transformée en une véritable histoire d'amour. Et Gypsy a même avoué à sa seule amie, Hollywood, qu'elle allait l'épouser. Ils avaient déjà choisi les prénoms de leurs futurs enfants. Cependant, dès que Claudine a appris que sa fille échangeait des messages avec des garçons, elle l'a enfermée dans la remise du jardin. Il n'y avait là qu'un petit lit d'enfant, et Claudine a menacé Gypsy de l'y laisser pour toujours si elle ne cessait pas de se comporter ainsi. Gypsy a commencé à rêver de la liberté qui lui avait toujours manqué. À la fin de son emprisonnement, elle a repris contact avec Nicolas de manière encore plus active. Nicolas s'est avéré être passionné par certaines pratiques érotiques et Gypsy, pour lui faire plaisir, y a pris part. En 2015, un an avant le drame, la sortie du nouveau film Cendrillon de Disney a été annoncée. Gypsy a décidé que ce serait l'occasion idéale pour une rencontre en personne. Ils ont convenu d'un rendez-vous et Nicolas est venu à Springfield. Lors de la rencontre, il était habillé comme le prince charmant et Gypsy portait une robe blanche, comme une véritable Cendrillon. Bien sûr, Claudine était avec eux. Gypsy a réussi à convaincre sa mère qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes et elle s'est retrouvée seule avec Nicolas dans les toilettes pour handicapés, où ils ont eu des relations intimes. Ce fut pour eux un moment important qui les poussa à élaborer un plan pour libérer Gypsy de sa mère. Comprenant que Nicolas n'était pas enclin à la violence, Gypsy fit appel à l'une de ses personnalités sombres, celle qui, selon lui, était responsable d'actes terribles. Et puis, dans la nuit du 4 juin 2015, Gypsy a laissé la porte d'entrée ouverte. Nicolas s'est faufilé à l'intérieur et elle lui a donné des gants, du ruban adhésif large et un couteau qu'elle avait volé dans la maison. Claudine dormait profondément pendant que Gypsy attendait dans une autre pièce. Nicolas s'est approché de la femme et l'a agressée. Claudine, terrifiée et souffrante, criait le nom de sa fille, mais Gypsy n'est pas venue à son secours. Claudine est décédée peu après. Après le meurtre, ils ont de nouveau eu des relations sexuelles, puis ont tenté d'effacer les traces du crime. Après avoir pris toutes les économies de la femme, ils se sont enfuis et se sont installés dans un motel. Plus tard, le couple a trouvé un moyen d'échapper à la justice. Ils allaient envoyer le couteau et le gant ensanglanté de Springfield à la maison de Nicolas dans le Wisconsin. Nicolas a également informé sa mère qu'il rentrait à la maison avec une fille qui aurait été expulsée d'un refuge. Les caméras de surveillance les ont filmés en train d'attendre le bus qui devait les emmener à destination. Lorsque la mère de Nicolas les a rencontrés, elle a été frappée par le fait que Gypsy se comportait de manière trop calme, comme si rien ne s'était passé.
La femme a demandé des nouvelles de la mère de Gypsy, mais celle-ci a assuré que tout allait bien. Quelques jours plus tard, ils ont publié sur le compte commun de Gypsy et Claudine, sur une plateforme populaire, un message annonçant que Claudine était morte. Les voisins ont immédiatement vu cette publication et se sont rendus à la maison pour s'assurer qu'il s'agissait d'une erreur. Mais personne ne leur a ouvert la porte, et les gens ont décidé que la mère et la fille étaient reparties à l'hôpital. Cependant, l'inquiétude a rapidement grandi et les voisins ont prévenu la police. Les agents arrivés sur place ont interrogé les habitants du quartier. Ali leur a alors parlé du nouveau petit ami de Gypsy. Après avoir obtenu un mandat, la police est entrée dans la maison. Le 15 juin 2015, ils ont découvert le corps de Claudine. Comme le fauteuil roulant de Gypsy était resté sur place et que la jeune fille avait disparu, elle a été portée disparue. Après avoir suivi une publication sur les réseaux sociaux, les policiers ont localisé le suspect présumé. Son nom correspondait à celui donné par Ali. Les agents se sont immédiatement mis en route. À leur arrivée, Nicolas a opposé une résistance. Il était armé d'un couteau et refusait de sortir. On ne savait pas si Gypsy était en vie et on craignait qu'elle ne soit sa captive. Mais lorsque les policiers sont entrés dans la maison, ils ont trouvé la jeune fille vivante, avec lui. Beaucoup d'argent, de costumes et de parcs leur appartenaient, à elle et au jeune homme. De plus, Gypsy était là de son plein gré. C'est ainsi que la police a pu découvrir la véritable relation qui les unissait. Peu à peu, l'affaire devenait de plus en plus confuse. Afin de comprendre ce qui se passait, Gypsy et Nicolas ont été emmenés au poste de police. Et c'est là que quelque chose de vraiment inattendu s'est produit. La jeune fille, qui semblait avoir besoin d'une maison équipée de rampes d'accès, n'était en réalité pas du tout paralysée. Elle a été interrogée par le détective Stan, qui était déterminé dès le début à aller au fond des choses. Il a accompli un travail colossal en établissant un contact de confiance avec elle, sans la juger ni se montrer agressif. Son objectif était que Gypsy se sente en sécurité et dise tout ce qu'elle savait. « Ma chérie, tu creuses ta propre tombe, tu comprends ?» lui dit-il. « Non, vraiment, je ne lui aurais jamais fait de mal. Écoutez-moi, monsieur, je ne veux pas jouer à ce jeu. Je n'ai rien fait. » Tout n'était pas si simple, mais pas trop compliqué non plus. Après le choc initial, causé par la nouvelle du décès de sa mère, Stan réussit à la calmer en 2 heures. « Je suis désolé, je vous ai menti depuis le début, » finit-elle par dire. « Je vais maintenant vous dire toute la vérité. » Et peu à peu, la vérité commença à se dévoiler. « Je suis fier de toi, ma chérie. Tu es formidable. Je l'aime beaucoup, mais il était cruel. C'est peut-être vrai. Il a tué ma mère. Mais pour être honnête, c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. » Ainsi, Gypsy fit de Nicolas le principal coupable, essayant de se décharger d'une grande partie de la responsabilité. Il pensait que nous faisions tout ensemble comme une équipe. Mais je ne voulais pas de ça. J'avais besoin de ma mère et lui... « Donc, tu as tué ta mère ?» demanda le détective. « Non, monsieur. » « Pouvez-vous répondre immédiatement? Gypsy savait-elle que vous alliez tuer sa mère ?» demanda la détective. « Oui, c'est elle qui me l'a demandé, » répondit Nicolas. Selon lui, c'était le seul moyen pour Gypsy d'être libre et de rester avec lui. Mais Nicolas avoua n'avoir poignardé Claudine que 4 fois. « Oui, je l'avoue, c'est moi qui l'ai tuée, c'est ma faute. » Les détectives ont rapidement compris que Nicolas avait de graves problèmes psychologiques. Il affirmait que 2 personnes cohabitaient dans sa tête, une bonne et une mauvaise. La mauvaise s'appelait Victor. Nicolas racontait que Victor était un vampire qui aimait prendre des vies. Au cours de l'enquête, il s'est avéré que Gypsy avait été victime de violences dès son plus jeune âge de la part de sa mère, qui souffrait du syndrome de Munchausen par substitution. D'après le dossier, la famille de Claudine n'a pas particulièrement pleuré sa mort. Au contraire, son père et sa belle-mère ont déclaré qu'elle avait mérité ce sort. Pendant ce temps, le procès de Gypsy et Nicolas était en préparation.
Après avoir passé un an dans la prison du comté de Greene, Gypsy, âgé de 25 ans, a plaidé coupable en juillet 2016. « Qui a eu l'idée de tuer votre mère ?» a demandé le procureur. « Moi », a-t-elle répondu. Elle a finalement accepté un accord. 10 ans de prison, la peine minimale pour un meurtre au 2e degré. Pendant ce temps, son père essayait de rattraper le temps perdu, affirmant qu'elle l'appelait souvent et qu'elle avait établi de bonnes relations avec sa belle-mère, Christy. Nicolas est resté à la prison du comté de Greene en attendant son procès. À cette époque, le couple s'était séparé. En novembre 2018, Nicolas a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et en février 2019, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Plus tard, l'avocat de Gypsy a déclaré que sa santé s'était améliorée parce qu'elle avait cessé de prendre les médicaments que lui donnait sa mère. Dans une interview, Gypsy a déclaré qu'elle se sentait plus libre en prison qu'elle ne l'avait jamais été aux côtés de Claudine. Elle savait également qu'elle n'avait pas besoin d'une sonde d'alimentation, qu'elle pouvait manger et marcher toute seule. Mais sa mère lui interdisait de le faire. De son côté, Nicolas a avoué que s'il avait su qu'il s'agissait d'une manipulation et non d'amour, il n'aurait pas agi ainsi. Il a ajouté que son handicap le rendait vulnérable à la tromperie. La même année où Nicolas a été condamné, Gypsy a rencontré un autre homme par correspondance en prison. Il s'appelait Ken. Quelques semaines plus tard, ils se sont fiancés. Mais dès le mois d'août, Christy a confirmé aux journalistes que le couple s'était séparé. À chaque occasion, le père et la belle-mère ont assuré qu'ils soutiendraient Gypsy après sa libération anticipée en 2024. Le 27 juin 2022, Gypsy a épousé Ryan Scott Anderson, originaire de Louisiane. Des rumeurs de séparation ont circulé à plusieurs reprises dans les médias et en novembre 2022, Gypsy a écrit une lettre à sa famille dans laquelle elle demandait l'annulation du mariage. Cependant, elle a ensuite changé d'avis. Le 28 décembre 2023, Gypsy Rose a été libérée conditionnellement avant terme. Aujourd'hui âgée de 33 ans, elle apprend à reconstruire sa vie et à se réinsérer dans la société. Ces dernières années, son histoire a fait sensation sur Internet. Elle compte désormais plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et leur nombre ne cesse d'augmenter.